comme vous allez manger le soir, vous allez avoir tendance à dormir après. Le fait de s'allonger avec un estomac plein va faire que, évidemment, mécaniquement, le contenu il va avoir tendance à remonter. Et puis quand on mange, l'organisme va réagir, va fabriquer de l'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac, et cet acide chlorhydrique effectue une prédigestion en quelque sorte des aliments. Donc vous allez avoir de l'acide et des aliments, et si vous allongez dans la foulée, a fortiori si vous avez mangé un peu riche, eh ben vous allez avoir nécessairement du reflux. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, à votre microbiote ce matin avec le docteur William Bérébi. Bonjour et bienvenue, Doc. Vous êtes gastro-entérologue et hépatologue, porte-parole de la bonne parole microbiotique, auteur d'un podcast qui cartonne, qui s'appelle Merci Docteur, le premier comprimé qui s'écoute, que vous retrouvez sur toutes les plateformes traditionnelles. Et vous avez également une chaîne YouTube consacrée aux pathologies digestives. Alors on va parler ce matin de l'incidence du jeûne du mois de Ramadan sur les maladies digestives, mais avant ça, vous avez la réputation d'avoir des dons de, on va pas dire voyance, mais en tout cas de bien sentir la séquence. Il va se passer quoi d'un point de vue Covid, là, dans les 4 semaines qui viennent ? Alors à mon avis, dans les 4 semaines qui viennent, ça va baisser dans les critères clés qui sont la tension en réanimation, puisqu'on a quand même l'élan un petit peu du confinement, même s'il a été très partiel, on va dire. Et puis, avec l'ouverture des écoles, qui ont déjà été effectives, l'ouverture des commerces, de tous les commerces, quasiment à partir de lundi, ça va remonter progressivement. Mais le temps que les personnes se contaminent et que ça remonte en réanimation, je pense qu'il va s'écouler un mois. Après, donc là, on a fait mai. Ouais. Donc là, on est en juin. Voilà. Ouais. En juin, je pense que ça remonte et qu'il y aura une tension forte au niveau sanitaire en juin. Après, l'exécutif va miser, à mon avis, sur la fermeture des écoles et les départs en vacances pour tenir pendant l'été, et puis les gens vont commencer à partir. Alors il y en a qui pourront partir plus facilement que d'autres s'ils sont vaccinés, etc., etc. Et puis je pense que ça va remonter fortement à la rentrée, septembre, octobre, puisqu'il n'y aura pas assez de personnes vaccinées, donc d'immunité collective. Et je pense qu'à nouveau, en septembre, octobre, ça va être un petit peu tendu. Ah oui, dans le scénario que vous êtes en train d'imaginer, il n'y a pas de sortie de crise, en tout cas pour cette année, c'est ça que vous voulez dire ? C'est ça. Pour moi, je pense que la sortie de crise, si tout va bien en France, c'est été 2022. Bon, on va se coucher. Merci d'être venu, docteur. Faut être patient. Oh non. Non. On va y arriver, hein, on va y arriver. Ah oui, on va sortir. Été 2022. Ah ouais, été 2022. Vous me demandez ce que je pense. À mon âge, c'est quand même prévoir à long terme, là, été 2022. Ah, une grosse année, quoi, une grosse année. Oh non, non, pas dire ça. Bon, mais peut-être que je me trompe. Oui, là j'espère. Finalement, j'espère. Le réchauffement, puisque finalement, on a vu que l'été dernier, avec le beau temps, il y avait eu moins de contamination. Est-ce que ça va avoir un impact sur le virus ou pas du tout ? Oui, alors ça c'est une excellente question, puisque on sait que la température joue quand même, l'humidité, donc l'hygrométrie joue, et le soleil, les rayons ultraviolets. Une étude a montré que ça avait une action inhibitrice sur le virus. Donc c'est pas que la température, si vous voulez, extérieure et l'hygrométrie, c'est aussi carrément les ultraviolets sur les aérosols du virus qui agissent. Donc on va bénéficier de cet effet-là et ça va participer à permettre de tenir jusqu'à l'automne 2021. La surveillance des eaux usées des villes est un indicateur important de circulation du virus dans la population. Qu'est-ce qu'il nous dit en ce moment, l'indicateur, sur une ville comme Paris ? Alors plutôt en baisse, parce qu'il y a quand même eu ce confinement, même s'il n'était pas satisfaisant. Donc il y a une baisse sur les eaux usées. Donc pour l'instant, on est plutôt sur quelque chose de favorable, mais qui, à mon avis, va durer un mois, quoi. Est-ce que les variants sont détectés justement dans les eaux usées ou pas du tout ? Pas du tout. Donc on ne peut pas savoir aujourd'hui, sur les grandes villes en France, quelle est l'importance des variants ? Non, on ne sait pas. Par ce biais-là, on ne sait pas. Ce n'est pas les eaux usées qui nous renseignent, si vous voulez. Ce qui nous renseigne, c'est les séquençages sur les PCR. Mais globalement, on connaît les pourcentages respectifs des virus, donc il suffit de les appliquer avec des algorithmes et les eaux usées reflètent quand même la tension au niveau viral. Donc c'est quand même un bon reflet. Mais qui n'est pas assez utilisé d'ailleurs par l'exécutif, ce paramètre-là pour un petit peu manager la population.
On va s'intéresser aux effets du jeûne du mois de Ramadan, d'abord sur le microbiote. Le microbiote, tout a commencé en 2008. M'expliquiez-vous tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé en 2008 ? Alors en 2008, jusqu'à 2008, si vous voulez, les bactéries, on les cultivait d'une façon classique en tube à essai. Or, il y a des milliers de bactéries dans le microbiote et il y en a qui sont très difficiles à cultiver. Donc c'était impossible finalement d'avoir un reflet de la réalité de la flore intestinale, comme on l'appelait comme ça auparavant. Et puis en 2008, il y a eu la métagénomique, c'est-à-dire la capacité à analyser non pas les bactéries, mais à analyser les gènes. Et donc, en séquençant les gènes, on a pu identifier les bactéries par leurs gènes. Et là, avoir en quelque sorte une cartographie complète du microbiote. Donc à partir de là, ça a déroulé et ouvert de nouveaux champs d'investigation et on a pu faire les associations entre les profils bactériens et les maladies. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est appelé microbiote, parce que moi j'ai un souvenir de flore intestinale à cette époque-là. Ouais, c'est ça. C'est à ce moment-là qu'il a évolué. Microbiote, biotis, vie et vie microscopique. Voilà, et qu'il est devenu la star qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, mais justifié. Justifié, c'est pas un effet de mode, faut l'avoir à l'esprit. C'est une réalité, c'est le patron du corps humain, comme je l'indique dans mon podcast. Je l'appelle aussi le premier cerveau, parce que en fait, toute notre santé est dirigée par cet organe qui est notre microbiote intestinal. Le jeûne et ses effets sur la composition du microbiote, est-ce que ça a fait l'effet est-ce que ça fait l'objet de beaucoup d'études ou pas nombreuses ? Il y a eu des études, en effet, notamment une étude turque. Omar, il y avait tellement peu de... J'ai vérifié l'étude turque, il y a tellement peu de participants sur l'étude que bon... Il y a eu l'étude turque, après il y a eu d'autres études qui ont été faites, il y en a une en Indonésie d'ailleurs, et il y en a une dans les Émirats. Et donc, elles disent tous à peu près la même chose, c'est que ça va ça va augmenter Bacteroides fragilis et Akkermansia mucinifila, notamment, ces deux bactéries, qui sont des bactéries bénéfiques pour le microbiote intestinal. Donc, d'ailleurs, cet élément-là sur le ramadan, on le connaît tout simplement sur le jeûne séquentiel. Vous savez, le fameux fasting que font les gens pour... Le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent. Ouais. Donc, Ramadan, c'est un jeûne intermittent. Donc, qui va durer simplement plus longtemps. Mais on sait que le microbiote, effectivement, le fait de le mettre au repos va lui permettre de bien travailler. Alors, la différence, c'est que dans le jeûne intermittent, les gens vont jeûner plutôt la nuit et élargir leur nuit et le matin, tandis que dans le ramadan, c'est inversé. Enfin, il y a aussi une différence quand même dans le jeûne intermittent, les gens boivent. Tout à fait, tout à fait. Puisque boivent de l'eau, du thé. Pendant le jeûne du ramadan, les gens ne boivent pas du tout de la journée. Ça change quelque chose quand même. Non. Sur le microbiote, non. Non. Ce qui va modifier le microbiote, ça va être l'alimentation, c'est-à-dire les fibres, donc les légumes, les fruits, les céréales. Ça va être si vous mangez gras ou sucré, à contrario, avec un effet délétère pour le coup. Mais l'hydratation ne va pas agir sur le microbiote spécialement. Non. Donc finalement, jeûner 30 jours pendant le mois du ramadan, c'est bon pour le microbiote. Est-ce qu'on sait quelle est la durée des effets Est-ce que ce sont des effets qu'on a à long terme ou il suffit de remanger normalement à la même fréquence pour que ça annule les effets ? Alors ça, on ne sait pas, puisqu'il n'y a pas eu dans les études de suivi, si vous voulez, longitudinal sur le long terme, pour savoir si l'augmentation de certaines bonnes bactéries, comme on dit, perdurait dans le temps. Mais c'est probablement lié à l'alimentation qui va suivre. C'est-à-dire que si derrière, vous mangez bien, c'est-à-dire légumes, fruits, céréales, etc., et que vous ne mangez pas trop gras, pas trop sucré, on peut présumer que cet effet bénéfique perdurera. Prolonger. Ouais. Est-ce qu'on peut optimiser justement les effets bénéfiques du jeûne du mois de Ramadan sur le microbiote ou pas ? Oui, je pense qu'après, ça peut être une bonne occasion, le Ramadan, finalement, quelque part, de bien manger. Et pas de se jeter sur les choses trop grasses, trop sucrées, par exemple, d'avoir un apport de fibres important, légumes, fruits, céréales. Ça peut être l'occasion d'attirer l'attention justement sur le microbiote aux différentes personnes, et puis d'avoir une alimentation plus microbiotique par la suite. Alors j'aimerais qu'on parle avec vous pour qu'on comprenne bien d'acidification aujourd'hui. Quand on jeûne toute une journée, qu'est-ce qui se passe au niveau des remontées acides ? Alors, il y a deux choses. D'abord, les remontées acides. Ce qui va se passer, c'est que comme vous allez manger le soir, vous allez avoir tendance à dormir après. Bon. Et le problème, c'est de ne pas se coucher tout de suite après avoir mangé. Si vous allongez, même ça peut être ramadan ou pas ramadan, le fait de s'allonger avec un estomac plein va faire que, évidemment, mécaniquement, le contenu il va avoir tendance à remonter.
Et puis quand on mange, qu'est-ce qui va se passer? L'organisme va réagir, va fabriquer de l'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac, et cet acide chlorhydrique effectue une prédigestion en quelque sorte des aliments. Donc vous allez avoir de l'acide et des aliments, et si vous allongez dans la foulée, a fortiori si vous avez mangé un peu riche, vous allez avoir nécessairement du reflux. Voilà le mécanisme du reflux qui augmente pendant la période de Ramadan. Voilà. Et pendant la période de la journée, donc, si vous faites on va dire un petit déjeuner vers 4-5 heures du matin, donc vous ne remangez pas jusqu'à 21h, comment se comporte l'acidité au niveau de la journée? Alors, à chaque fois qu'on mange, on va fabriquer de l'acide. Mais il y a aussi une fabrication résiduelle un petit peu d'acide chlorhydrique. Donc le fait de ne pas manger, chez les personnes sensibles, pas tout le monde bien évidemment, quelqu'un qui a par exemple une hernie hiatale, donc un clapet qui va être un petit peu trop ouvert, il va avoir tendance à avoir plus de reflux, et le fait de ne pas manger pendant longtemps, comme il y a quand même une sécrétion résiduelle permanente d'acide chlorhydrique, ça peut le gêner aussi dans la journée. Mais ça va être quand même beaucoup plus après le repas du soir qui va souffrir de ce reflux de par le fait qu'il va s'allonger. Est-ce qu'on peut évaluer les modifications du pH pendant les journées de jeûne ou pas du tout? Alors, c'est pas spécialement étudié à ma connaissance. C'est pas suffisamment long, de toute façon, 16 heures pour modifier significativement le pH. On est entre 16 et 17 heures là, sur des journées de jeûne. C'est à partir de 2-3 jours de jeûne complète de solide que le pH se modifie dans l'organisme. Parce qu'il y a une homéostasie, donc une capacité à réguler et à faire en sorte que le pH ne bouge pas. D'accord, donc à partir du moment où on remange dans la journée, il n'y a pas une modification suffisante du pH. Un patient qui est atteint d'ulcère, donc aujourd'hui, est-ce qu'il peut jeûner sans risque? On va expliquer déjà le principe de l'ulcère, donc. Alors l'ulcère, c'est une perte de substance qui va se traduire au niveau de l'estomac ou du duodénum. Et on sait aujourd'hui que l'ulcère n'est pas une maladie psychosomatique, comme on l'a pensé longtemps. L'ulcère, c'est une maladie liée à une bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori. Donc on retrouve dans l'ulcère duodénal, qui est le plus fréquent. Donc c'est duodénal. Voilà, duodénal, bulbaire, on dit les deux. Cette bactérie est présente dans 95% des cas. Ce qui veut dire que si on traite la bactérie comme on le fait aujourd'hui, avec des antibiotiques très puissants, on va éradiquer la bactérie, et donc l'ulcère disparaît. Donc d'ailleurs, on voit très très peu de patients avec un ulcère aujourd'hui. C'est une pathologie qui a quasiment disparu pour le gastro-entérologue. On peut en avoir parfois quand même à l'estomac ou au duodénum, et à ce moment-là, on peut jeûner. Mais aujourd'hui, si vous voulez, quelqu'un, il va avoir son diagnostic. À partir du moment où il est diagnostiqué, il va être traité. Et s'il va être traité, son ulcère va guérir. Il n'y a plus cette notion, si vous voulez, d'ulcère chronique. Qui est récidivé, oui. Voilà. C'est quelque chose, une fois que c'est bien traité une fois, c'est terminé. Mais si l'hélicobactère est toujours présent, donc qu'est-ce qui se passe au moment du jeûne? Est-ce que ça le réactive d'une certaine façon? Non, par rapport à l'hélicobactère, ça ne va pas jouer. Par contre, si on était dans le cas de figure que vous évoquez, c'est-à-dire un patient qu'on n'arrive pas à éradiquer et qui garde de ce fait une pathologie ulcéreuse, à ce moment-là, le fait de jeûner peut effectivement, comme il y aura plus d'acidité et d'une façon avec des pics, si vous voulez, ça peut un petit peu réactiver les choses. Mais encore une fois, aujourd'hui, l'hélicobacter, on arrive à l'éradiquer dans plus de 95% des cas. Et quand ça échoue avec une première antibiothérapie, on fait ce qu'on appelle un antibiogramme, c'est-à-dire on va prendre des biopsies dans l'estomac, on va les analyser comme on fait pour des urines, par exemple, pour savoir quels sont les antibiotiques vraiment adaptés, et on arrive quasiment toujours à l'éradiquer. Avant, on donnait du lait. Oui, il fallait faire un pansement pour les personnes qui avaient de l'ulcère. Oui, c'est alcalin, parce que quand même, à la base, la maladie ulcéreuse, c'est aussi une pathologie de l'acide. Et puis, donc, de prendre un alcalin, donc du laitage, ça va neutraliser l'acide, donc ça soulage. Et il fallait manger parce que ça calmait, soi-disant, les douleurs d'ulcère. Oui, c'était vrai, mais ça, c'était l'époque où on n'avait pas grand-chose pour soigner. Il n'y a pas si longtemps que ça, les laitages, si vous n'avez rien sous la main et que dans la journée, vous avez mal, vous avez des brûlures ou du reflux, vous pouvez prendre du Malox, par exemple, mais vous pouvez aussi prendre un yaourt ou boire un verre de lait, ça vous fera du bien. Si vous n'avez rien sous la main. Donc finalement, si vous êtes pris en charge, aucun risque, vous pouvez jeûner. Ah oui, il n'y a aucune raison. Alors ce qui est important par contre, je pense, c'est que dès que quelqu'un a plus de 50 ans ou qu'il a une pathologie, c'est important d'aller voir son médecin avant le jeûne. Jeûne quel qu'il soit d'ailleurs. C'est-à-dire un peu de checker l'état de santé
prendre la tension, vérifier l'état global du patient, voir s'il n'est pas en surpoids, etc. Et puis, éventuellement, compléter par une biologie, une prise de sang, vérifier qu'il n'y a pas d'anémie, pas de carence, pas de problème hépatique. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour qu'on s'assure que le patient n'a pas de pathologie qui pourrait, pour le coup, poser un problème pour jeûner. Alors, on est en train de parler de l'ulcère hors antenne. Alors, on a parlé de l'ulcère du duodénum. Il y a aussi l'ulcère de l'estomac, plus classique. Et vous dites que les anti-inflammatoires sont un ennemi de l'ulcère. Pourquoi ? C'est la cause numéro 1 de l'ulcère, en fait, gastrique. Les anti-inflammatoires, ça génère des lésions, en fait, des pertes de substances. D'ailleurs, ça passe dans le sang, donc c'est pas un effet topique local, si vous voulez, c'est un effet systémique. Ça passe dans le sang et ça va générer des ulcérations dans l'estomac. Donc c'est très fréquent et c'est souvent d'ailleurs sous-estimé, puisque souvent les femmes, par exemple, prennent des anti-inflammatoires pour la migraine ou pour des règles douloureuses. C'est très classique. Et donc on se retrouve avec des personnes qui ont plein d'ulcères, plusieurs ulcères. Alors c'est souvent des ulcérations, c'est-à-dire des petits ulcères dans l'estomac. Donc il faut faire très attention. C'est comme des trous, en fait. C'est des trous, c'est des petits trous. Ouais. Tout à fait. Et donc, dans ces cas-là, comment on les prend en charge, ces ulcères ? On va être amené, puisque le patient a mal, à faire une endoscopie gastrique. On va constater les ulcères. On va faire systématiquement la recherche d'Helicobacter pylori, donc cette fameuse bactérie qui joue un grand rôle dans l'ulcère. Et puis, on va traiter donc par antisécrétoire, donc des médicaments qui vont neutraliser véritablement l'acide et puis qui vont permettre de cicatriser l'ulcère. Et puis après, en fonction des cas, on peut être amené à garder le traitement au long cours, à demi-dose, pour éviter les récidives. Parce que dans le cas d'une personne qui serait amenée à prendre des anti-inflammatoires parce qu'il en a besoin, de façon chronique, par exemple une spondylarthrite ankylosante, par exemple, il faudra le protéger son estomac d'une façon prolongée, c'est-à-dire tous les jours prendre le médicament pour qu'il soit bien. C'est un cercle vicieux là pour le coup. On a la solution, donc c'est pas vicieux puisqu'on en sort. Bien, peut-être que vous l'avez constaté pendant le mois du Ramadan et après le repas du soir, on assiste à une augmentation des troubles dyspeptiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Alors, la dyspepsie, c'est tout ce qui est lourdeur après le repas et éventuellement accompagné d'éructation, les fameux RO. Alors, dans la période du Ramadan, effectivement, il y a toujours la même problématique, c'est-à-dire que le soir, la personne a jeûné, donc elle va avoir besoin de manger, et puis elle va manger potentiellement, parce que c'est culturel, des choses un peu riches. Voilà, donc... c'est meilleur quand c'est riche. C'est meilleur voire même un peu gras, je veux dire. Voilà, un peu gras, sucré, avec des épices, etc. Et sucré avec des épices, parfait. Voilà, donc ça c'est le... c'est un peu le principe. C'est bon, mais faut savoir accepter d'en payer le prix. Donc, si vous additionnez ça au fait qu'après, il va y avoir le décubitus, mais là, pour le coup, ça va être surtout le fait de manger gras. Alors, le décubitus, c'est s'allonger. D'accord. Allonger. Décubitus. Décubitus, ouais. Décubitus dorsal sur le dos, décubitus latéral sur le côté, etc. Et donc, si vous mangez gras, ce qui va se passer, c'est que l'estomac, il n'aime pas le gras. Enfin, vous l'aimez dans votre bouche, mais dans l'estomac, il l'aime moins, ce qui fait qu'il va avoir du mal à le vidanger. Donc, il va le vider plus lentement, l'estomac. Il vidange en dernier les graisses, en fait. Donc, vous allez avoir une stase et vous allez avoir cette sensation un petit peu de lourdeur après les repas qui vont s'accompagner souvent de RO. Et qui peut être même très douloureuse, parce que finalement, vous comme une sensation de trop-plein, finalement. Oui, si vous mangez... la tentation, je fais pas le Ramadan, mais d'autres jeunes, j'en ai fait. Je pense qu'on a tendance à manger d'une façon relativement importante, puisqu'il faut quand même tenir jusqu'au toute la journée. Vous avez le petit déjeuner de 4h du matin, mais globalement, il y a une alimentation qui va être importante. Donc, du coup, effectivement, si vous mangez beaucoup gras, et puis d'un coup, puisque l'estomac, faut pas oublier qu'il va rester au repos pendant 16 heures, donc il perd un petit peu son entraînement. Donc, si d'un coup, vous lui apportez beaucoup, il va avoir un petit peu quelques difficultés. Donc, le moyen de l'éviter, ça ? Alors, le moyen de l'éviter, c'est d'éviter les boissons gazeuses. Première chose, d'éviter de ne pas manger trop épicé. Il faut essayer de manger au calme, c'est-à-dire quand le repas du soir, au calme, pas devant la télé, manger lentement, bien mastiquer, ça c'est important. Il faut consommer des légumes, des fruits, il faut bien répartir un peu tout ça, si vous voulez, légumes, fruits, produits laitiers, la viande, les œufs. Éviter de manger, si c'est possible, trop gras ou trop sucré, et ne pas s'allonger après le repas. C'est-à-dire que je recommande au minimum 2 heures entre
la fin du repas. Voilà, la fin du repas et le coucher. Ouais. Alors, un des mots les plus fréquents du mois de jeûne de Ramadan, c'est la constipation. Comment est-ce qu'on l'explique, cette constipation ? Alors, on l'explique très simplement. On avait eu l'occasion de parler de la constipation avec vous. Et en fait, le transit, il va dépendre de 2 paramètres essentiels. Les fibres insolubles et l'eau. Donc, quand vous buvez et que vous mangez des fibres insolubles, vous allez gonfler vos fibres et donc avoir des selles qui vont descendre plus facilement. À partir du moment où vous restez 16 heures sans boire ni consommer de fibres, et bien évidemment, cet apport-là, il va plus exister. Et donc, ce qui est dans le tube digestif, dans le côlon en l'occurrence, va pas descendre normalement. Et donc, du coup, ça génère la constipation. C'est parce que les gens boivent moins pendant ce mois, enfin en tout cas moins régulièrement, qu'on explique la constipation, c'est ça ? Oui, et puis la période de 16 heures quand même de la journée où on est actif, puisqu'on travaille, eh bien pendant cette période-là, vous n'allez pas manger du tout, donc vous n'allez pas apporter de fibres. Donc vous n'allez pas alimenter votre microbiote par ailleurs, mais vous allez compenser le jeûne va compenser le fait qu'il n'y ait pas de fibres globalement, et puis vous n'allez pas boire. Donc à partir du moment où vous êtes dans cette configuration-là, eh ben votre côlon va être un petit peu perturbé et la constipation. C'est au niveau du côlon que ça se passe. C'est au niveau du côlon. C'est au niveau du côlon. D'accord. Eau, fibres absentes pendant 16 heures, ce qui est très long, et donc du coup c'est ça qui va dérégler. D'accord. Et donc là, mais est-ce que le fait de changer les horaires de l'alimentation, ça a un impact aussi ? C'est surtout le fait d'avoir une longue période sans boire ni avoir de fibres. À la limite, si on vivait totalement inversé, why not ? Ça poserait pas substantiellement de problème. C'est que la durée de nourriture et d'apport d'hydratation est faible, 16 heures. Donc même si vous buvez beaucoup le soir, vous n'allez jamais boire 2 litres ou 2 litres et demi en quelques heures. Donc, en gros, les personnes sont carencées en apport hydrique lorsqu'ils font le ramadan. Voilà. Donc, c'est important, par contre, quand on mange le soir, de bien boire et boire d'une façon régulière, pas tout de suite 1 litre, mais régulièrement, entre 22h et 4h du matin, de boire régulièrement pour essayer d'arriver à au moins 1 litre et demi. Voilà, pour rattraper le retard. C'est ça. Quel impact du jeûne ? Alors là, ils deviennent presque aussi célèbres que le microbiote. Ce sont les fameux reflux gastro-œsophagiens, les RGO. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, comme je vous le disais, la graisse va poser problème. Donc le gras, par exemple, va ralentir la vidange de l'estomac, mais pas que, puisque ça modifie la pression du sphincter inférieur, c'est-à-dire la zone de jonction entre l'œsophage et l'estomac va être diminuée, la pression va être moins forte, et donc ça va moins bloquer. Pareil, le café a un effet sur ce sphincter-là, donc favoriser le reflux. Autre exemple, le chocolat, le cacao aussi a un effet sur le sphincter. Alors pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes, oui. Donc du coup, c'est ça qui va générer la possibilité de reflux de par l'apport de ces aliments-là. Et puis, apport d'un coup assez brutalement. Ouais. Il y a des eaux qui permettent finalement de régler ça ou pas ? Des eaux, non, il faut éviter les boissons gazeuses, donc de l'eau plate uniquement. C'est ça qu'il faut utiliser, et pas boire gazeux. Puisque vous allez faire rentrer de... Il n'y a pas de marque d'eau particulière qui vous permette... Je n'ai aucun sponsor. Vous croyez pas à la pub ? Elle existe, mais... Quel est l'impact du jeûne pendant ce mois sur le syndrome de l'intestin irritable et tout ce qu'on appelle les fameuses maladies inflammatoires ? Alors, c'est 2 choses différentes. Alors, le syndrome de l'intestin irritable, on ne peut pas en parler pendant le ramadan, parce que la définition, c'est quand ça existe depuis plus de 6 mois. D'accord, mais si on l'a avant, par exemple. Si vous l'avez avant, oui. Effectivement, le fait de boire peu, de rester 16 heures sans boire ni apporter des fibres, va favoriser un petit peu la décompensation de votre syndrome de l'intestin irritable. Donc il peut y avoir plus de symptômes à ce moment-là, ça peut être des ballonnements, des flatulences, des douleurs, ou bien le transit, s'il était déjà désorganisé, diarrhée, constipation ou alternance des deux, ça peut un petit peu s'exacerber. D'accord. Et sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ? Alors là, on change de spectre. Les maladies inflammatoires, ce qui est important, c'est de ne pas changer son traitement. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas, si on a un timing de prise de médicaments, le changer. Donc il faut essayer de coller avec le ramadan, bien évidemment, mais ce qu'il ne faut pas, c'est l'arrêter, évidemment, et pas s'écarter trop de la prise habituelle. Si vous faites ça, il ne se passera rien. Et le fait de jeûner ne va pas impacter
Pas d'impact donc sur la Crohn et sur la rectocolique hémorragique. Non, aucune. À partir du moment où le pas traitement, de contre-indication. Aucune. À partir du moment où le patient suit son traitement habituel et qu'il n'est pas en poussée, évidemment. On parle de patients en rémission, on est bien d'accord. Si vous êtes en poussée, c'est différent. Si vous avez une poussée de la maladie qui concorde avec le début des ramadans, là, c'est embêtant, puisqu'il va falloir quand même bien soigner, et la santé est, pour moi, en tout cas, prioritaire. Donc, bien soigner, et puis à ce moment-là, c'est à évaluer au cas par cas avec son médecin. Vous distinguez clairement la période de poussée et de rémission. Complètement. Rémission, on ne change rien, et le jeûne ne va rien influencer. Si vous êtes en poussée, et qu'a fortiori cette poussée est sévère, là, il faut réévaluer avec le médecin, voir si vous pouvez faire le jeûne dans des conditions normales ou pas. Alors, nous allons parler d'un trouble très fréquent qui s'appelle l'halitose. C'est très fréquent dans la population. Oui. J'ai d'ailleurs fait sur Instagram un sondage et j'avais 50% des personnes qui répondaient oui à l'halitose. Donc, l'halitose, c'est donc la mauvaise haleine, qui est donc liée à plusieurs causes possibles, les problèmes dentaires, les problèmes ORL et les problèmes digestifs. Comment on sait qu'on a mauvaise haleine ? Est-ce que les gens qui ont mauvaise haleine le savent ? Alors, des fois oui. Ils le savent spontanément, ils s'en rendent compte. Deuxième possibilité, c'est l'entourage qui leur signale. Alors, ça peut être le conjoint ou les enfants. Les enfants ont plus de facilité à parler de ça. Ouais. Papa, voilà, bon. Donc, après, troisième possibilité, au travail, ils constatent, les patients, quand ils viennent en consultation, ils me disent, voilà, je vois que quand je parle, les gens s'écartent ou des choses comme ça. Et donc, ils disent, donc ça les alerte. Et puis, sinon, il y a un autotest qui est facile à faire, c'est de souffler sur son avant-bras, sur une peau nue, et puis de sentir après s'il y a une mauvaise odeur. Voilà, c'est un autotest. Maintenant, vous soufflez. À une époque, vous léchiez. On peut lécher, on peut souffler, mais très près, complètement. On colle la bouche, si vous voulez, en l'ouvrant bien, et on envoie, après avoir inspiré, on envoie toute l'expiration sur la peau. Donc, c'est un petit peu mouillé, du coup, et ça reflète bien les choses. Et on peut lécher aussi, mais je trouve que c'est plus fiable avec l'air expulsé et les aérosols. Oui. Ouais. Alors donc, il peut y avoir des causes digestives. Comment on agit dessus ? Alors, les causes dentaires, c'est facile, on va voir le dentiste. Il peut y avoir un détartrage, une carie. ORL, ça peut être sinusite, ça peut être une rhinopharyngite. Marc, c'est quoi le lien en fait ? Le lien, c'est que tout est lié, comme vous le savez. C'est-à-dire votre nez communique avec vos sinus et votre nez communique avec votre bouche. Donc, à partir du moment où vous avez une infection ou une inflammation dans vos fosses nasales, ça va ressortir partiellement par la bouche. Donc, le lien. C'est ça le lien. Bien sûr, le lien est direct. On est dans une sphère comme la sphère ORL. Tout est en communication, y compris vers les oreilles. Sauf qu'il y a le tympan, mais toute l'oreille interne, ça part de l'intérieur. Il y a la trompe d'Eustache qui nous emmène vers l'oreille. Donc, après, sur le plan digestif, il y a deux possibilités. On peut traiter le patient symptomatiquement s'il a un reflux pas très important. Mais si ça ne s'améliore pas et ça perdure, on va être amené à faire une endoscopie gastrique qui va nous permettre de voir s'il n'y a pas une hernie hiatale, une œsophagite, donc c'est-à-dire une inflammation de l'œsophage, qui est le reflet du reflux. Et puis, on va rechercher cette fameuse bactérie, l'Helicobacter pylori, qui elle aussi, c'est une bactérie qui a comme particularité de dégager de l'ammoniac, et ça peut être aussi une cause rare de mauvaise haleine. Alors, le ramadan, lui aussi le fait de jeûner génère une mauvaise haleine, elle est due à quoi ? Alors, le fait d'avoir de l'acide qui ne va pas être tamponné par des aliments, ça peut jouer, et puis le fait qu'au niveau du côlon, on va avoir un métabolisme différent au niveau bactérien, et donc on va avoir une fermentation qui peut aboutir à des gaz. Et ces gaz, il faut savoir qu'une partie, 5% environ, sont émis par voie respiratoire. C'est-à-dire que les gaz qui devraient partir par en bas passent par en haut. C'est ça. Les gaz, elles ont trois issues, si je puis dire. Ballonnement, c'est-à-dire le ventre il va gonfler, donc ça reste à l'intérieur. Deuxième issue, ça va sortir, c'est les flatulences. Troisième issue, par voie respiratoire. Et on sait qu'il y a à peu près 5 voire 10% qui va sortir par la bouche. Donc quelqu'un qui aurait une fermentation colique excessive, par exemple un SIBO, vous savez le fameux SIBO, qui est cette pullulation de bactéries dans l'intestin grêle, peut avoir des problèmes d'haleine.
Tu as fait un bon podcast d'ailleurs pour expliquer ce que c'est que le SIBO. Vous avez des trucs à conseiller? Qu'est-ce qui fonctionne bien pour le SIBO? Non, pas pour ce SIBO. Si vous avez des trucs pour le SIBO, là vous avez gagné, vous êtes prix Nobel. Là. On va manquer de temps, mais par rapport à la laine, oui, bien sûr. Alors la laine... Qui fonctionne. Hein. Oui, qui fonctionne. On va avoir comme option de traiter la cause, en fait. C'est ça le plus important. Donc les dents, sphère ORL, problème digestif. Maintenant, dans les petits moyens, il y a les plantes qu'on peut utiliser. Hein, ça peut être le persil, le basilic, la menthe, l'anis. Tout ça, c'est des plantes sous forme de graines, par exemple, qu'on peut croquer et qui vont dégager une bonne odeur, d'une part, et d'une façon plus étiologique, ça va neutraliser les composés soufrés qu'il peut y avoir au niveau de la bouche. Vous parlez du hoquet. Est-ce que le fait de manger du piment, ça peut déclencher un hoquet? Et pourquoi le fait de manger du piment, ça déclenche un hoquet? Alors, oui, tout à fait. Le hoquet, il faut savoir qu'il est, dans la très grande majorité des cas, il y a un reflux gastro-œsophagien. Donc, à partir du moment où vous mangez gras, et a fortiori si vous mangez épicé, vous allez avoir une influence sur le sphincter inférieur, qui est donc un petit peu la barrière qui va empêcher les remontées. Donc, vous allez avoir du coup davantage de remontées acides, et vous allez avoir également donc du coup du reflux, puisque par une stimulation nerveuse, en fait, la remontée acide dans l'œsophage va déclencher le mécanisme de hoquet. Alors, vous distinguez deux types de hoquet. Oui. Oui, non. Non. Il n'y a pas le hoquet aigu et le hoquet chronique. Ah, en termes de durée. Oui. Je croyais en termes étiologiques. Oui, vous avez le hoquet, bien évidemment, qui peut survenir comme ça et qui va céder. Après, vous avez le hoquet aigu. Alors, aigu, vous allez voir qu'il est long puisqu'il dure jusqu'à 48 heures. Et puis, il y a le hoquet chronique où là, le patient a le hoquet tout le temps, pendant des jours et des semaines. Et là, c'est bien évidemment plus compliqué. Alors, en général, bien évidemment, les personnes, elles consultent avant. Quand ça dure plusieurs heures, 24 heures, le patient va consulter pour ce hoquet. Et on va faire là. Oui. Ouais. Ah bah oui, c'est quand même épuisant le hoquet. Et donc, il va consulter et on va faire le diagnostic de la cause. Qu'est-ce qui fonctionne pour un hoquet banal? Alors, pas grand-chose de non médicamenteux, puisqu'encore une fois, le hoquet, ça va être un problème de reflux. Donc, on va traiter le reflux avec les antisécrétoires, donc type IPP, les fameux inhibiteurs de la pompe à protons. Et puis, il y a un médicament qui marche très bien contre le hoquet, c'est le fameux Primperan, qu'on utilisait beaucoup contre les nausées et les vomissements, qu'on utilise moins parce qu'il a quelques petits effets indésirables neurologiques. Mais le Primperan, ça marche très bien dans le hoquet. Ce qui veut dire que les personnes qui déclenchent régulièrement du hoquet sont peut-être des personnes qui font des reflux qui s'ignorent? Tout à fait. Donc, j'ai fait un test d'ailleurs sur Instagram aussi sur le hoquet, et peu de gens savaient que le reflux était la première cause de hoquet, et vivaient finalement avec... Ils s'étaient habitués en disant c'est extraordinaire. Et en fait, il faut le traiter puisqu'il y a un reflux dans 8 à 9 cas sur 10. Ça peut être en tout cas une alerte, une indication. Tout à fait. Le fait de boire à l'envers, de se faire peur, de boire en se pinçant le nez, c'est... c'est les légendes urbaines, quoi. Ce sont des légendes? Oui, c'est des légendes. Oui. Il y a des aliments qui peuvent déclencher le hoquet? Oui, on parlait du piment, mais est-ce qu'il y a d'autres aliments qui sont déclencheurs de hoquet? Tous les aliments ou substances qui peuvent favoriser du reflux. Donc ça peut être les choses grasses, ça peut être l'alcool, ça peut être les épices. Donc ça peut générer effectivement du hoquet. J'ai appris un mot grâce à vous, c'est raffinose. Alors qu'est-ce que c'est que le raffinose? Alors le raffinose, c'est en fait des unités de sucre qui sont dans l'alimentation, donc des glucides, et puis on a une enzyme théoriquement qui va la prédigérer dans l'intestin grêle. Et cette enzyme, en fait, l'humain a en petite quantité, ce qui fait que, pas tout le monde, mais une proportion importante de personnes vont avoir ces unités de glucose et de galactose et de saccharose qui vont arriver intactes en quelque sorte dans le côlon. Et donc là, il va falloir avoir un gros travail de dégradation par les bactéries du côlon. Et du coup, ce travail va libérer beaucoup de substances glucidiques à un moment donné et ça va entraîner une fermentation colique importante. Et les patients vont être extrêmement ballonnés ou avoir énormément de flatulences. Et le raffinose, vous en trouvez par exemple beaucoup dans tous les crucifères. Choux de Bruxelles, choux-fleurs, brocolis, etc. Haricots? Oui, haricots aussi. Tout crucifère. Pois chiches?
Pois chiches, haricots rouges, haricots blancs, vous en trouvez dans le navet également, donc dans beaucoup de légumes en fait. Bon, alors est-ce qu'il y a un moyen d'éviter les fameuses flatulences ? Alors les flatulences, déjà, donc par rapport au ramadan, il faut savoir qu'il y a des aliments flatogéniques. Donc effectivement, vous en J'adore citez... le mot flatogénique. C'est joli. Alors là, on est bien là. Voilà. Flatogénique. Donc dedans, vous... Non, c'est bien. Il est pratique parce qu'on ne sait pas forcément de quoi on parle, c'est bien. Voilà, flatulence et flatogénique. Donc en fait, pois chiches, par exemple, haricots blancs, c'est flatogénique. Et donc ça veut dire que ce sont des aliments qui vont entraîner une fermentation colique importante et donc la fabrication de gaz. Donc plus vous mangez gras globalement, d'ailleurs on le constate tous, quand on fait un repas plus gras, en général on a plus de ballonnement. Bon, donc les choux, ça flatule. Ouais. C'est surtout les pois chiches pendant le mois de Ramadan. Voilà. Ouais. Pois chiches, haricots blancs aussi, non ? Ouais, pour les amateurs de loubia. Mais je suis pas sûr. Enfin, je sais pas peut-être. Dans la cuisine, non, mais vous connaissez mieux que moi. La cuisine, non. Alors sur les haricots blancs, non. Il y a la loubia, mais après les plats de. Disons, pois chiches, en effet, flatogénique fort et donc beaucoup de ballonnement et de flatulence. Après, il y a tout ce qui est brocoli, choux, voilà. Ouais, tout ça, c'est les crucifères. Est-ce qu'il faut retenir les flatulences ? Ne me regardez pas comme ça. Alors, une question. Alors, non, il ne faut pas retenir les flatulences. C'est fait un bon podcast sur le sujet, c'est pour ça. Oui, tout à fait. Mesdames. Alors, en fait, c'est très simple. C'est de l'air. Cet air, il veut sortir. Si vous l'empêchez de sortir, il va rester dans votre côlon. Votre côlon, il va donc se distendre. C'est un cylindre, il va être distendu. Et donc, cette distension va entraîner les ballonnements, puisque si ça ne sort pas, ça reste à l'intérieur. Et si ça ne sort pas, vous ballonnez et potentiellement, vous aurez des douleurs. Donc, la nature vous dit, et votre corps vous dit, ça doit sortir. Donc, respectez-vous, respectez votre corps et laissez sortir vos gaz. Donc, vous dites, le docteur Beribi a dit qu'il fallait se respecter et qu'il fallait flatuler. Bien sûr. Il faut flatuler. Oui. C'est clair. Écoutez, le corps humain a une fonction. Il faut respecter son corps pour qu'il marche. Si on vous dit que ça marche comme ça, pourquoi vous voulez aller contre la nature et donc contre le mécanisme physiologique du corps ? Donc, il faut le respecter. Ils n'ont pas encore fait un médicament contre ça ? Parce que là, contre quoi ? Contre les flatulences, il y a un business à faire. Il y en a. Ah ouais. Il y en a. Des antiflatuliques ? Des antiflatogéniques. Vous avez, par exemple, le charbon végétal activé. Ça marche bien. C'est des écorces d'arbres qui sont chauffés 2 fois et ça va donner du charbon végétal. Ça absorbe beaucoup les gaz. Vous avez la menthe poivrée. La menthe poivrée que vous pouvez utiliser en huile essentielle ou maintenant ça existe en gélule d'ailleurs, la menthe poivrée. Donc ça marche très bien aussi. Donc voilà 2 exemples de produits qui marchent très bien contre les flatulences. Comment on explique l'odeur des flatulences ? Alors il y a plein. Je suis désolé, c'est la fin de l'émission, donc allez-y, expliquez. On peut se lâcher quoi. Donc dans les gaz, dans les flatulences, il y a plusieurs gaz. Il y a du méthane, il y a de l'hydrogène, etc. Et ce qui sent mauvais, c'est le sulfure d'hydrogène. C'est cette odeur sulfurée, en fait, c'est ça qui sent fort. Ça, on le souffre, oui. Voilà, ouais. Et donc quand vous sentez un paix nauséabond, là, et on est gêné sous le lit, on évacue, ou bien dans un restaurant. Ouais, mais si le docteur Beribi a dit qu'il fallait se respecter, comment on fait ? Faut se respecter. Ouais. Faut se respecter. Ouais. Sulfure d'hydrogène. C'est ça, donc. Et c'est que 5% de nos gaz. C'est pour ça que c'est assez rare, ce paix très nauséabond. Et 95% sont absolument sans odeur. Prenez du charbon. Charbon végétal, très bien. Et la menthe poivrée. Exact. Ils font du pain au charbon végétal d'ailleurs maintenant. Ouais, j'ai vu. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je voudrais qu'on termine et qu'on parle de l'impact de la pandémie de Covid-19 sur la prise en charge des maladies digestives. Est-ce que vous avez constaté depuis 1 an qu'il y a peut-être moins de rigueur sur la prise de rendez-vous, sur les examens, et notamment sur les examens qui concernent le dépistage du cancer colorectal ? Oui, tout à fait. C'est un vrai problème puisque, effectivement, on est amené à déprogrammer des patients parce qu'on réduit les plages horaires pour libérer du personnel dans les étages pour les patients Covid. Et donc, effectivement, on fait moins de dépistage du cancer colorectal. Et on a des chiffres d'ailleurs très précis du premier confinement. Et on sait qu'on a augmenté les retards diagnostiques, donc de prise en charge des cancers colorectaux, de 20 à 30%
suite au premier confinement, qui était indispensable par ailleurs, bien évidemment. Mais oui, ça a un impact sur la prise en charge. Ça peut être donc le dépistage du cancer colorectal, ça peut être les chimiothérapies, la chirurgie, etc. Donc ça génère des retards diagnostiques, en fait. Et donc, on va diagnostiquer les gens plus tard, avec donc un pronostic moins bon. Donc ça, c'est effectivement très important de le signaler. C'est-à-dire, c'est les effets collatéraux de la Covid. Et effectivement, c'est pour ça qu'il faut bien gérer les périodes de confinement, les faire au bon moment et pas trop tard, comme ça a été malheureusement le cas là, pour ne pas impacter, du coup, le dépistage des cancers. Et le confinement a eu un impact sur les maladies digestives? Est-ce qu'il y a eu plus une recrudescence des maladies digestives? Alors oui, ça a augmenté, c'est un climat très anxiogène, hein, évidemment. Donc à partir du moment où vous avez un climat anxiogène, ça va jouer sur les pathologies qui ont une part de ce type, notamment le reflux et le syndrome de l'intestin irritable. Effectivement, on voit en particulier chez les plus jeunes une augmentation très forte des douleurs abdominales, des problèmes de transit, des ballonnements, etc. Même si vous gardez bien de parler du côté psychosomatique des choses, hein, des maladies. Hein, parce qu'on parlait par exemple tout à l'heure de l'ulcère. On a longtemps dit que l'ulcère, c'était la maladie des gens qui avaient du stress, qui se faisaient de la bile. Alors, il faut bien distinguer deux choses. Moi, j'ai trop vu de patients, si vous voulez, dans mon expérience, diagnostiqués stressés alors qu'ils avaient une pathologie organique potentiellement grave. Pour poser ça à la légère, si vous voulez. Il ne faut pas être léger sur le diagnostic de stress, d'anxiété. Donc, la première étape, c'est d'éliminer une cause organique. Quelqu'un vient avec une douleur, par exemple, et la démarche, ça va être, est-ce que cette douleur est d'origine organique, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une maladie sous-jacente? Une fois qu'on a répondu à ça, si on a fait tout dans les règles et qu'on n'a rien trouvé, à ce moment-là, on peut imaginer que le stress joue un rôle. Mais pas avant. Il ne faut pas envoyer ce diagnostic ou ce message-là aux patients, parce que des fois, les patients vont eux-mêmes se dire « je suis un peu stressé, etc. » Les ulcères, c'est pas dans la tête. Non, c'est un Helicobacter pylori. Donc, c'est un exemple. Voilà, on disait que c'était dans la tête, c'est l'Helicobacter pylori. Le syndrome de l'intestin irritable, autre exemple, c'est mal connu, même des médecins aujourd'hui. Donc, on dit aux patients, c'est dans votre tête, vous êtes stressé, détendez-vous. Mais bon, c'est pas du tout ça le problème. On sait très bien qu'il y a un problème de communication axe intestin-cerveau, qu'il y a une dysbiose, donc pour reprendre le mot que vous aimez, flore intestinale, qui est l'ancien terme, il est déséquilibré, et donc il y a une interférence entre les deux. Donc ça, c'est vrai, le cerveau joue un rôle dans certaines pathologies, mais il faut avoir une rigueur et parler du stress que quand on a éliminé une maladie. Docteur William Bérébi, que vous retrouvez sur son podcast disponible sur les plateformes traditionnelles, Apple, Google, Spotify, Deezer, YouTube. Merci d'avoir été avec nous et vous réécoutez l'émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM ou en podcast sur beurrefm.net. Merci docteur. Merci à vous. Et très belle journée santé sur Beurre FM.